Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le thème Redesign Spaces, comment transformer ses bureaux et accueillir les nouvelles méthodes de travail. Aujourd'hui, il y aura 3 intervenants différents. Xavier Hortz, CEO Aramis Group, Sophie Léonard, Practice Leader Workplace Solutions chez Aramis France et Mathias Foubert, Practice Leader Workplace Solutions chez Aramis Belgique. Avant de laisser la parole à Xavier, je vais vous expliquer quelques fonctionnalités de la plateforme Livestorm. Tout d'abord, en bas de votre écran, vous trouverez une petite cloche, ce qui vous permettra de désactiver les notifications. Ensuite, l'icône à côté vous permettra de passer en mode plein écran. Et cette dernière icône vous permettra de masquer ou afficher le panneau latéral. En ce qui concerne les fonctionnalités se trouvant dans le panneau latéral, vous pouvez accéder au chat, ce qui vous permettra de nous solliciter si vous avez un problème technique ou autre. Ensuite, vous avez la section questions où vous pourrez poser vos questions et voter pour les questions que vous souhaitez mettre en avant auprès des intervenants. Et pour terminer, vous avez la section sondage où vous y trouverez 3 sondages durant ce webinaire. Je tiens à préciser que la session est enregistrée et vous sera envoyée sous-titrée en anglais. Je vous souhaite à tous une bonne session et je laisse maintenant la parole à Xavier. Merci Céline et bienvenue à tous. Nous avons préparé un programme avec Mathias à votre gauche, je pense, et Sophie à votre droite. En tout cas, vous ne pourrez pas les confondre, je crois. Donc, comme on l'a dit, Mathias est Practice Leader Workspace à Bruxelles, Sophie est Practice Leader Workspace à Paris, et nous avons préparé ce webinaire ensemble. On peut attaquer tout de suite avec l'introduction. Et je vais vous présenter en quelques minutes qui est Aramis. Aramis, c'est un cabinet de 130 consultants qui a comme mission, la mission, vous la découvrez là, c'est d'accompagner les organisations dans la conception, la mise en œuvre et la gestion, y compris quotidienne, du meilleur environnement de travail possible. Et ça, c'est une mission qui a été définie déjà il y a 2 ans, avant le Covid, mais elle est encore plus pertinente aujourd'hui. Donc on peut passer au slide suivant. Donc je disais 130 consultants avec une forte croissance. Nous sommes implantés dans 5 bureaux et 4 pays, à Paris, à Bruxelles, à Lausanne, à Luxembourg et à Zurich, avec un réseau de partenaires qui nous accompagnent lorsqu'on déploie notamment des systèmes d'information et des missions bien au-delà de nos géographies européennes. On parle de 60 millions de mètres carrés gérés en Europe et dans le reste du monde. Ce sont des mètres carrés qui sont soit gérés par les systèmes que nous avons déployés pour nos clients, soit par nos consultants qui travaillent avec et chez nos clients. On peut passer au slide suivant. Quels sont nos domaines d'activité? Un premier domaine d'activité est la gestion et tout ce qui est les solutions digitales. Nous avons un rôle d'intégrateur de solutions. Si vous regardez le bloc de droite, c'est des solutions qui sont dédiées aux investisseurs immobiliers, donc avec une connotation financière et comptable importante. Alors que sur le bloc de gauche, les solutions que vous voyez là, qu'on appelle Integrated Workplace Management System, sont réellement orientées vers la gestion de l'environnement de travail dans le chef des occupants. On va gérer les espaces, inventorier les espaces, les postes de travail, allouer ces espaces, réserver des postes ou des salles de réunion, mais aussi gérer des process tels que les portails de services pour les employés, la maintenance, tout ce qui est éventuellement sécurité. Donc il y a beaucoup de domaines qui gravitent autour de cette gestion et des espaces et des occupants. Ça, c'est un premier pôle d'activité. Un deuxième pôle d'activité est la partie facility management. Nous conseillons les organisations dans tous les domaines relatifs à la gestion des services aux bâtiments et des services aux occupants. Là aussi, il y a du renouveau. Et un troisième pôle d'activité, et c'est celui-là que nous allons exploiter davantage aujourd'hui, c'est la practice workspace, avec au centre le métier qu'on a qualifié de Your Way of Work, c'est-à-dire votre environnement de travail, pour mettre en évidence le fait que chaque organisation a
des besoins spécifiques par rapport à l'environnement de travail. On ne peut pas faire du prêt-à-porter, on fait du sur-mesure, parfois évidemment au prix du prêt-à-porter, mais on fait toujours du sur-mesure parce que une organisation, c'est comme une famille, il n'y en a pas deux les mêmes. Et donc, c'est cette logique-là qu'on a prise. On peut passer au slide suivant. Alors, vous voyez ici la suite des webinaires que nous avons ou que nous sommes en train de préparer. On en a eu un il y a quelques semaines sur les données judicieuses pour gérer la transition vers l'environnement de travail hybride. Vous avez un replay qui est disponible. On va poster l'adresse dans le chat. Ce sera la même chose pour cette session-ci. Donc, le redesign de l'environnement de travail, on est enregistré et vous pourrez accéder au replay ou le partager. Cette session 6 va être suivie d'une autre consacrée à l'allocation dynamique des espaces, puisqu'on est en travail hybride. Donc, dans la plupart des cas, c'est un environnement de travail partagé. On a un peu la notion de time sharing finalement. Et donc, l'allocation dynamique des espaces, c'est un sujet qui prend tout son sens et pour lequel des solutions ont été élaborées et qu'on sera content de vous partager. Et on clôturera par une session sur la gestion du changement. On va voir encore aujourd'hui, mais je pense que tout le monde, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous mesurez l'impact du sujet de la transition vers l'environnement de travail hybride comme un élément fondamental, un changement de paradigme dans l'organisation et dans le fonctionnement des organisations. Et donc, la gestion du changement est un élément également important que nous traiterons ultérieurement. On peut passer au slide suivant. Nous allons commencer par un quiz avec 3 questions. Et donc, je vous rappelle que vous avez normalement la barre latérale droite de l'application Livestorm une rubrique sondage sur laquelle vous pouvez cliquer, dans laquelle vous allez découvrir les différentes questions qui sont posées et vous pouvez commencer à voter. La première question est: au bureau, quel type d'environnement de travail utilisez-vous le plus? Une deuxième question, et elles s'enchaînent, donc vous pouvez évoluer verticalement dans la barre latérale. La deuxième question est: quel élément sera le plus important pour un environnement de travail durablement attrayant et efficace? Et la troisième question est: avec combien de personnes vous retrouvez-vous le plus souvent en présentiel pour vos réunions? Je dis bien en présentiel. Vous pouvez voter. Il nous reste encore quelques secondes, mais je vois que certains continuent à voter, donc on va laisser quelques secondes supplémentaires. On a 57 votes pour le premier sujet et on n'en a encore que 41 pour le dernier. Très bien, je pense qu'on peut encore une ou deux secondes et on aura fait le plein des voix. Ça continue. Voilà. Donc, vous pouvez de toute façon continuer à voter. Ce qui est intéressant ici de constater ici, je laisserai aussi la parole à Sophie ou Mathias pour commenter, c'est qu'à la première question, lorsque vous êtes au bureau, quel type d'environnement de travail utilisez-vous le plus? C'est un bureau partagé dans un espace ouvert, donc ça reflète un petit peu les aménagements tels qu'on les connaît traditionnellement, et ça reflète aussi un autre élément, c'est que quand on demande aux gens quelle est l'activité la plus importante pour eux, en numéro 1, on a le fait de pouvoir travailler de manière concentrée à un poste de travail. Et donc on retrouve ça exactement ici dans la tendance qui est affichée là. Et la deuxième activité la plus importante dans les grands sondages, notamment ceux qui sont organisés par les SMAN, donne les réunions planifiées comme étant la deuxième activité la plus importante. Je ne sais pas si
Sophie ou Mathias veulent intervenir sur cette première question. Oui, c'est effectivement une des grandes tendances. C'est ce que tu disais, Xavier. Ça reflète vraiment les aménagements qu'on retrouve aujourd'hui dans les plateaux de bureaux. C'est-à-dire on a bien entendu à disposition des espaces de travail et des bureaux, qu'ils soient partagés ou non. Et donc, on se retrouve principalement dans des espaces ouverts sur un bureau. C'est notre premier réflexe, effectivement. Mais on voit quand même qu'il y a une petite tendance à s'installer dans un espace collaboratif et dans des salles de réunion. Donc, effectivement, c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur l'utilisation des salles de réunion et la présence, en réalité, dans les locaux. Et on a une grosse tendance, finalement, quasiment 80% des répondants qui utilisent des petites salles de réunion et qui se retrouvent entre 2 et 4 personnes dans des salles de réunion. Donc, c'est vrai que ça met en avant vraiment la nécessité d'avoir des bulles pour répondre à cette demande et à cette nouvelle utilisation finalement des espaces. Oui, tout à fait. J'avais la même réaction, c'est qu'on on connaît tous ces grandes salles de réunion qui sont occupées par finalement peu de monde, avec un gros potentiel de récupération d'espace de ce côté-là. Et c'est d'autant plus vrai que certaines réunions, beaucoup de réunions aujourd'hui sont hybrides, et donc on a peut-être une réunion à 10, mais finalement 2 ou 3 personnes dans la salle de réunion en présence physique, ce qui n'est d'ailleurs pas idéal d'avoir ce format, mais qui pose des questions en tout cas sur l'organisation et sur l'équipement de ces salles de réunion à l'avenir. Mathias, tu souhaitais ajouter quelque chose? Rien pour le moment. Nous voyons aussi que chez beaucoup de nos clients, il y a encore beaucoup de grandes salles de réunion, et quand on fait une récolte des besoins, on voit notamment que les nécessités des grandes salles de réunion diminuent. D'accord. Très bien. Sur la troisième question, donc, ce sont les collègues qui font la différence pour un environnement de travail durable et efficace. Je dirais qu'encore faut-il qu'ils soient là. Un sujet qui apparaît de plus en plus, c'est que certains viennent au bureau, mais en fait, ils se retrouvent seuls ou pratiquement seuls au bureau. Et donc, on a un besoin d'organiser la présence des équipes, de coordonner la présence des équipes certains jours pour éviter une dispersion des individus au fil de la semaine, et donc des occasions manquées de travailler ensemble. Ça implique aussi, ça montre l'importance des environnements de travail collaboratifs, des espaces partagés pour le bon fonctionnement justement de ce retour à l'équipe qui est signalé là. Et également, un deuxième élément important que vous soulignez, ce sont les équipements digitaux, des salles de réunion. Rien de pire qu'une salle où on s'entend mal, on entend mal les interlocuteurs. Ça fait des réunions très, très dégradées. Et donc, on comprend bien l'importance que tout ça revêt. Merci pour vos réponses. On va enchaîner. On peut passer au slide suivant. Et je vais donc commencer par poser une question à Mathias. Et la question est, pourquoi repenser, pourquoi faire un redesign des espaces de travail aujourd'hui? Voilà. Bonjour tout le monde. Merci Xavier pour cette question. Nous voyons plusieurs opportunités qui poussent à la réorganisation d'espaces de travail. On voit notamment la réorganisation des aménagements existants. Lorsque certains espaces ne répondent plus aux besoins de vos équipes, freinent la collaboration et éloignent les collaborateurs, il est temps de repenser vos espaces. Ensuite, le télétravail et la déshumanisation des bureaux. Le télétravail a eu comme conséquence une désertification des espaces de travail, avec des jours, par exemple, où les collaborateurs privilégient le télétravail, comme le vendredi ou les mercredis. Pour les équipes présentes, cette absence de collaborateurs peut être mal vécue, comme on voit aussi dans le sondage que 22% peuvent voir ses collègues. Et le télétravail nous pousse à repenser la répartition des espaces, la quantité des postes de travail, afin d'éviter des zones vidées certains jours de la semaine. Et ensuite, il y a des opportunités calendrier pour les locataires. Le renouvellement bail et la possibilité de renégociation pour les locataires, par exemple, tous les 3, 6 ou 9 ans en fonction de votre bail. Une échéance vous permet de renégocier et de reviser votre aménagement et la répartition de vos équipes dans vos espaces. Ensuite, la volonté de sous-louer ou vendre une partie de ces locaux. Aussi, pour les propriétaires, réfléchir à la vente ou à la mise en location d'une partie des espaces
permet de financer tout ou partie des travaux à réaliser pour adapter les espaces au télétravail. Et ensuite, pour continuer vers une tendance qu'on voit au marché, c'est en général la transformation de l'environnement de travail. Nous notons d'abord la nouvelle normalité et l'impact post-Covid. Quand on voit, et ça nous a permis de remarquer plusieurs éléments. Vous voyez ici que depuis l'optimalisation de la communication vers la diminution de la demande d'espace de bureau, par exemple aussi les grandes salles de réunion, en passant par l'optimalisation des équipements digitaux, les nouveaux espaces doivent répondre aux méthodes de collaboration mieux que de collaborer individuellement, parce que ça sont des choses qu'on peut faire chez nous à domicile. Ensuite, combiner la nouvelle normalité, il y a aussi le momentum qui nous donne 3 éléments clés aussi basés sur l'impact post-Covid. C'est, par exemple, pour commencer, c'est l'immobilier reflète les choix stratégiques d'une société et ses objectifs pour ses collaborateurs. Ça permet le télétravail, c'est également s'ouvrir à l'éventualité d'un travail dans un tiers-lieu ou dans un centre coworking. Ensuite, les espaces de travail doivent permettre la modularité et la polyvalence parce que le futur est pas clair. Dans quelques années, il y a peut-être ou probablement des autres nécessités ou des changements au bureau. Les matériaux et les espaces doivent être flexibles. Troisièmement, les espaces collaboratifs doivent répondre à la fois aux besoins de collaboration inter-équipe, mais aussi protéger les utilisateurs situés à proximité de nuisances sonores auxquelles ils ne sont plus habitués. Voilà. Et les trois, combiner la nouvelle normalité et le momentum, ça forme la base pour la transformation de l'environnement de travail dans laquelle on voit 3 niveaux managérial, l'environnement de travail, transformation digitale. Alors, transformer l'espace de travail doit s'accompagner d'une transition de les 3 niveaux. Le télétravail a transformé les habitudes de management et les directeurs ont adapté leurs méthodes vers plus de confiance et la mise en place d'objectifs clairs. Le travail n'est plus contrôlé visuellement et les tâches sont réalisées dans plusieurs lieux avec des outils multiples. Et pour accompagner ces changements, la mise en place d'équipements digitaux devient nécessaire et permet aux équipes d'échanger avec plus de fluidité, quelle que soit leur situation géographique. Et voilà les choses, les nouveaux modes de travail combinés à la dynamique humaine et organisationnelle dans laquelle nous nous trouvons, ça va déclencher une transformation de l'environnement de travail. Vous pouvez continuer vers le premier slide, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, c'est la tendance qu'on voit actuellement au niveau de la transformation de l'environnement de travail. Xavier, je redonne la parole à toi. Merci Mathias. Alors transformation, transition, on utilise un peu les deux termes volontairement. La transformation a un côté parfois un peu traumatisant, la transition peut être plus douce, mais dans tous les cas, il y a un changement qui se passe et qui doit être pris à bras le corps. On a des premières questions, une première question concernant justement les délais, etc. Pour anticiper les échéances et ne pas être pris de court. N'hésitez pas à poser vos questions, on les traitera en fin de session. On en prend bonne note. Dans le contexte actuel, quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'on observe? En fait, les choses évoluent rapidement et donc on voulait vous partager quelques observations. La première chose qu'on observe, c'est qu'il y a un peu d'attentisme. Chacun regarde un peu ce que le voisin fait. Alors, il y a un moment évidemment où il faut avancer. Et ce qu'on observe de la part des organisations, c'est qu'il y a vraiment une demande vers plus de flexibilité, à la fois dans les aménagements, mais il y a aussi une demande de plus de flexibilité par rapport aux coûts. Bien entendu, les organisations cherchent toujours à réduire les coûts, mais plus de flexibilité par rapport aux coûts immobiliers, par rapport aux surfaces nécessaires. Et donc, on anticipe par exemple que d'ici à 3 ans, on va avoir 25% des surfaces louées de manière traditionnelle qui vont être portées, transformées vers plutôt des contrats de service
avec donc des bureaux de type Workplace as a Service dans des structures de type tiers-lieu, mais plutôt donc des bureaux servis. Et donc ça, c'était un changement majeur. Il y a aussi une demande beaucoup plus forte, et on l'a vu avec la réponse, vos réponses au sondage vers des espaces de socialisation. Et il y a aussi en période d'urgence, je dirais climatique, il y a une conscience aussi de la nécessité de réduire les mètres carrés ou de l'opportunité de réduire les mètres carrés pour réduire l'empreinte CO2, puisque des mètres carrés de bureaux qui sont reconvertis en habitat mieux isolé, etc., c'est beaucoup de CO2 économisé. Ça, c'est au niveau des organisations. Au niveau des occupants, on a certainement un moindre besoin par rapport aux espaces individuels. Se concentrer à un bureau, on le fait très très bien chez soi, en tout cas pour, je crois, 84% des personnes qui sont consultées sur ce genre de questions. Ça ne concerne pas tout le monde. Je pense que les jeunes qui sont moins bien installés, moins bien équipés, ont réellement besoin d'avoir ce genre d'espace au bureau ou dans des tiers-lieux, mais la grande majorité se concentre très bien à domicile et vient au bureau plutôt pour du travail collaboratif, d'où un besoin beaucoup plus important en termes d'espace de socialisation, d'espace de co-création, d'espace d'animation, etc., des espaces collectifs. Et il y a un autre besoin qui est remis en question, c'est les services aux occupants qui peuvent être repensés pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Il faut avoir de très bons arguments aujourd'hui pour récupérer les gens au bureau. Et donc, il faut que cette expérience soit, je dirais, augmentée. Et donc, il faut réfléchir à de nouveaux services à offrir aux occupants. Au niveau du changement, comment aborder ce changement? Alors, le changement, il est très fondamental. Avant, on venait au bureau pour accéder à un centre de données qui était papier ou qui était serveur, mais qui était on venait accéder à de la data qui n'était accessible qu'au bureau. Aujourd'hui, cette data est accessible de partout. Et donc, on doit repenser considérablement les processus collaboratifs parce qu'on ne se retrouve plus géographiquement, systématiquement pour travailler ensemble. On peut travailler à distance, c'est devenu une évidence. Mais dans ce contexte-là, quand on vient au bureau, le bureau incarne plus que jamais l'âme de l'organisation. Ce n'est pas mon Teams ou mon application collaborative qui incarne mon entreprise. Par contre, les murs, la déco, la manière dont les espaces sont agencés et l'ambiance qui règne quand je viens au bureau, ça incarne la culture de mon entreprise. Et donc, cette notion de bricks qu'on va développer davantage aujourd'hui est plus importante que jamais parce qu'on entre dans la symbolique de la culture et de l'ADN de l'organisation. Et on voit donc que ça touche, cette transformation touche à la fois, bien entendu, à l'environnement physique, à l'environnement digital, à l'environnement, à l'expérience mentale, je dirais, du travail, et puis à tous les procès de l'organisation. Ce qui veut dire que c'est un sujet qui doit être pris à bras le corps en tant que transformation par la direction générale, parce que ce n'est pas uniquement la direction de l'environnement de travail, ni uniquement les DRH qui peuvent gérer cette transition seuls. Ça implique les patrons d'équipe, ça implique les directions générales. Tout le monde doit être conscient de cette transition. On peut passer au slide suivant. Ce qu'on constate et qu'on a déjà bien commencé à constater comme évolution sur le marché, c'est qu'on est passé progressivement de bureaux fermés attribués à des bureaux beaucoup plus ouverts, attribués ou pas, qu'on appelle les open space, à finalement la tendance actuelle, et c'est aussi le résultat d'une certaine évolution, une évolution vers ce qu'on appelle l'activity-based working. Alors si on passe au slide suivant, on verra que les bureaux fermés, on les connaît très bien, on les a beaucoup vécus, mais ils ont différents inconvénients. Le premier est de consommer beaucoup de mètres carrés. Le deuxième est d'avoir un niveau de communication assez faible, en tout cas en termes de communication informelle. A contrario, ils permettent une très bonne concentration et aussi une certaine confidentialité. On voit que voilà, les circulations sont aussi bien ancrées dans ces configurations.
et on a souvent un mobilier qui est plutôt volumineux. Quand on passe aux espaces, aux open space, qui sont souvent décriés, je crois, à juste titre, parce qu'ils ont comme inconvénient, d'une part, d'être beaucoup dérangés, donc il y a un gros problème de concentration. Il y a souvent un problème aussi je dirais, d'intimité, de confidentialité. Et par contre, l'information circule de manière informelle, un peu plus facilement, mais il y a un gros problème surtout de concentration, comme on l'a dit. Alors on est par contre sur du mobilier un peu plus réduit, un peu plus compact, avec quelques espaces périphériques de réunion et autres, plus de transparence aussi. Mais comme on l'a dit, il y a des inconvénients qui sont relativement majeurs. Et on aboutit justement à l'activity-based working sur le slide suivant, où on est très majoritairement dans des conditions de partage de l'environnement de travail. Ce qu'on n'a pas dit dans les configurations précédentes, c'est quand on est en poste attribué et qu'on circule dans ces espaces attribués, on a un poste sur 2 qui est vide au moment où on circule dans le bureau, ce qui est un sérieux gâchis à l'heure actuelle. Et donc dans les environnements de type activity-based, et a fortiori quand on a du télétravail, on va partager ces espaces et on va utiliser l'espace spécialisé pour chaque activité. Donc si je suis commercial et que je dois téléphoner, j'irai dans un endroit où je ne vais pas déranger mon collègue commercial qui n'est pas en train de téléphoner et qui est en train de faire une offre, par exemple. Et donc chacun va se placer à l'endroit qui lui convient pour faire, qui lui convient le mieux pour faire la tâche qu'il a à réaliser. Et donc ce sont des espaces qui ne sont pas spécialement que ouverts, loin de là. On doit pouvoir avoir à la fois des espaces de coopération, des espaces de brainstorming, des espaces de concentration, des espaces inspirants, etc. Et on va avoir les circulations qui sont absorbées dans les aménagements. Donc on a moins cette sensation de quadrillage de l'espace. On va utiliser un mobilier beaucoup plus plutôt chaleureux, plutôt organique. Et l'élément clé dans ces aménagements, c'est d'avoir une vraie diversité d'espaces. Des études montrent qu'un espace comme celui-ci qui est partagé est préféré à un environnement attribué, à condition, y compris des espaces attribués fermés, il est préféré à condition qu'il y ait une typologie suffisamment complète de points de travail. Et donc on parle de 7 à 8 types de lieux de travail différents, de l'espace de concentration à l'espace très informel, en passant par des petites salles de réunion, des petits bubbles, etc. Donc il faut avoir cette diversité. Et un enjeu sera justement le bon dosage de chaque typologie d'espace. Ça va faire partie des sujets qu'il faudra observer. On peut passer au slide suivant. Ici, pour illustrer justement les qualités d'un environnement de travail de type activity-based, on voit 2 étages d'un même bâtiment avant et après configuration en environnement de type activity-based. Et une des vertus de ces configurations, c'est que si vous voyez dans la situation initiale au-dessus, une personne qui a son poste de travail, est-ce que vous m'entendez? Oui, parce que le système me dit que mon micro est coupé, mais je pense que vous m'entendez. Donc une personne qui a son poste de travail au-dessus à gauche, poste de travail attribué, aura comme univers très limité ses 6 collègues ou ses 5 collègues avec lesquels elle s'entend bien ou moins bien. Elle va au fil de la journée faire quelques parcours vers les salles de réunion, vers les sanitaires, éventuellement l'imprimante, etc. Mais son environnement, son univers sera finalement assez confiné, c'est le cas de le dire, assez limité. Alors que si on regarde l'aménagement dans la partie inférieure, on va avoir dans la même journée la faculté pour un occupant de s'installer à différents endroits et par là même être en contact avec beaucoup plus de gens, une équipe beaucoup plus large. Donc la rencontre est certainement beaucoup plus suscitée, beaucoup plus générée. Et gros avantage aussi, c'est qu'en cas de réorganisation, l'équipe simplement va éventuellement changer de zone, parce que c'est bien que chaque équipe ait sa home base, mais l'espace ne doit pas être complètement je dirais, réorganisé, les personnes ne doivent pas être déménagées, donc ça apporte beaucoup d'agilité à l'organisation. On peut passer au slide suivant, et oui, au passage, ce qu'on a oublié de dire, c'est que ça offre une capacité accrue.
Dernier élément, que mesure-t-on aujourd'hui dans les espaces de travail? Bien entendu, on commence par mesurer la capacité d'accueil, combien de lieux de travail, combien de points de travail a-t-on sous différentes formes. On va aussi, dans ces périodes un peu transitoires de confinement, déconfinement partiel, etc., réserver non seulement les salles de réunion, mais les postes de travail, soit poste par poste, soit dans une zone, de manière à ne pas dépasser certaines jauges. Mais aussi plus tard, quand on pourra revenir dans une situation plus normalisée, s'assurer, comme on partage l'environnement de travail, que tout le monde ne vient pas le mardi ou le jeudi et qu'on puisse réguler la présence tout au long de la semaine. Et donc, c'est cette mesure-là qu'on va aussi activer, c'est comprendre comment, à quel rythme les espaces sont utilisés. Alors ici, on a présenté ça avec ce qui ressemble très fort à des capteurs. En fait, il y a différentes manières de capter ces informations. Ce ne sont pas nécessairement des capteurs installés sur chaque poste de travail. Ça peut être tout simplement l'analyse des badges d'accès. Ça peut être des bornes Wi-Fi. Il y a pas mal de sources de données existantes qu'on va exploiter, bien entendu, en les anonymisant pour respecter toutes les contraintes CNIL, GDPR et autres. Mais il y a une matière extrêmement importante et exploitable immédiatement de ce côté-là. Et dernière chose qu'on va mesurer, c'est la perception que les utilisateurs ont de l'environnement de travail, leur expérience du lieu de travail. Ça se mesure bien et c'est décisif. Comme on l'a dit, aujourd'hui, les gens, ils ont d'abord le choix entre travailler dans votre organisation ou aller travailler ailleurs. Ils ont le choix entre aller travailler pour vous, pour votre organisation depuis chez eux ou au bureau. Et on voit qu'il y a un vrai défi à faire revenir les gens au bureau quand c'est autorisé. Et donc, il faut avoir les arguments. Donc, il faut mesurer ce qui leur apporte satisfaction et ce qui pose problème pour offrir la meilleure qualité d'environnement de travail. On peut passer au slide suivant et je vais poser la question à Sophie de comment construit-on un projet de transition vers un nouvel environnement de travail, quelles sont les étapes, comment baliser ce genre de projet. Merci Mathias. Et bonjour à tous. Alors effectivement, il y a plein d'informations qui viennent d'être données sur du recueil de besoins, de la récolte de données, sur voilà, les différents éléments et les raisons pour lesquelles on imagine repenser nos espaces de travail. Alors il y a deux éléments qui sont à prendre en compte en parallèle, en réalité, et en complémentarité. Le premier, c'est votre cahier des charges, votre programme, c'est-à-dire définir vos objectifs, définir bien entendu le nombre de directions, le nombre de collaborateurs, et ce, sur des délais futurs aussi, peut-être à 3, 6 ans. Alors, à 3 ans, effectivement, c'est déjà pas mal pour la plupart des sociétés. L'objectif, c'est bien entendu de définir vos enjeux, votre stratégie, de définir aussi les risques avec anticiper les paliers à franchir pour réussir un projet, notamment dans la mise en place du flex office. Et en parallèle, analyser votre bâtiment, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a ciblé notre étude sur les rénovations, ou en tout cas les restructurations d'aménagement, repenser votre bâtiment existant. Ce qui est important, c'est d'étudier votre notice de sécurité, la manière dont votre bâtiment est configuré. Donc, faire un point sur les capacités, que ce soit sécuritaire, les capacités architecturales, la configuration de vos plateaux, la polyvalence que permet votre bâtiment, et aussi les adaptations techniques à réaliser pour modifier vos aménagements et pour apporter plus de confort à vos utilisateurs. On parle bien entendu de renouvellement d'air, d'éclairage. Donc voilà, ces deux éléments sont à étudier en parallèle et à confronter finalement pour arriver à un scénario finalement qui soit cohérent pour votre projet. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur le programme et la définition du cahier des charges. On va passer sur la slide suivante. Donc l'idée, définir votre cahier des charges, effectivement, mais la manière en réalité d'appliquer un cahier des charges, là, c'est la vraie question. C'est-à-dire quel ratio de flex, lorsque vous voulez utiliser cette technique, quel ratio de flex utiliser,
comment aménager les espaces, comment répartir les différents espaces, quelle typologie d'aménagement utiliser, quelle typologie de mobilier. Donc ça, c'est un vrai sujet, une vraie discussion. Il faut prendre le temps de pouvoir définir ça. Donc effectivement, on sait qu'en fonction de vos métiers, en fonction de vos structures, de vos synergies, de votre ambition et des habitudes finalement de travail de vos collaborateurs et de vos métiers, on a des besoins qui sont différents. Et évidemment, c'est ce que disaient Mathias et Xavier tout à l'heure, l'important c'est de faire du sur-mesure aussi par rapport à vos besoins. Ici, on a étudié un schéma presque standard, on est parti sur des hypothèses. On a travaillé sur une société, un groupe qui aurait 1000 personnes pour exploiter finalement le nombre de postes de travail à définir en appliquant des ratios de 0,8 jusqu'à 0,4. On a choisi d'être volontairement, de pousser ce chiffre. On sait qu'aujourd'hui, la moyenne du flex office est à 0,6, 0,67. Donc, on est un petit peu au-delà des ratios qu'on a présentés. Et avec une application de ratios d'espaces de réunion et d'espaces collaboratifs qui vont crescendo en fonction du ratio de flex qu'on utilise. Donc, on sait que plus on va réduire le nombre de postes de travail, plus on va avoir besoin d'espaces complémentaires, que ce soit des salles de réunion fermées ou des espaces collaboratifs, quelle que soit leur typologie. Alors, ce qui est important quand on applique des ratios de flex office, et donc de l'activity-based working, c'est bien entendu de calculer le nombre de places, le nombre de positions de travail et non pas le nombre de postes de travail, puisqu'on va demander dans ce cadre-là à nos collaborateurs d'utiliser des espaces en fonction de leurs activités. Donc, c'est bien ça l'idée. Et en fait, on se rend compte en fonction des ratios et du nombre de places qu'on aménage en salle de réunion et en espace collaboratif, on accroît forcément le nombre de places. Et finalement, même si on applique des ratios de flex office qui sont relativement forts, je parle de 0,5 ou 0,4, en fonction du nombre de places complémentaires, on peut atteindre finalement un effectif ou en tout cas un nombre de places qui se rapproche du nombre du 1 pour 1. Avec bien entendu une différence d'utilisation et un besoin d'accompagnement plus fort pour vos équipes, donc un besoin d'accompagnement au changement plus poussé, et notamment post-aménagement. Donc, pour faire un petit parallèle avec l'utilisation de surface, on a choisi d'étudier les ratios de 1 pour 1 et les ratios de 0,5. Donc, en ayant des ratios de surface de 7 mètres carrés par position de travail, 2,5 pour les espaces réunions et les espaces collaboratifs, donc on conserve les mêmes ratios que ce soit pour du 1 pour 1 ou pour du flex, on se rend compte qu'on a quasiment un gain de surface de 40%. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'efficience bâtimentaire, on parle voilà, d'agilité, on parle d'économie aussi, il faut pas non plus s'empêcher de le dire. Le fait d'appliquer un ratio de flex office demande énormément d'accompagnement de vos collaborateurs, puisque les espaces sont différents, mais permet bien entendu une économie substantielle en termes d'immobilier. Donc, en revanche, effectivement, là, on est sur la théorie. Et ces chiffres-là sont à confronter, bien entendu, avec le bâtiment. Et on va passer à la slide suivante. L'objectif étant de mettre en avant les possibilités de votre bâtiment. Et là, ce qu'on va regarder, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les notices de sécurité, c'est vos aménagements existants, c'est les notions de flux aussi de votre bâtiment. Peut-être regarder les espaces qui sont peut-être plus confortables en termes d'orientation, par exemple. On a des zones qui sont plus froides, des zones qui sont plus chaudes parce que l'orientation au soleil est différente. Donc, avec des zones qui sont plus ou moins confortables pour vos utilisateurs. Vous avez bien entendu des aménagements existants, il faut les regarder, il faut les prendre en considération de façon à pouvoir regarder où sont vos postes de travail, où sont vos salles de réunion, vos espaces collaboratifs, la quantité dont vous disposez aujourd'hui et comme le disait Xavier tout à l'heure, faire un recueil et une analyse fine du taux d'occupation de ces espaces pour pouvoir justement challenger ce que vous allez inscrire dans votre cahier des charges pour vos équipes. Donc voilà, l'idée de ces deux étapes, donc votre cahier des charges, votre bâtiment, on va confronter ces deux données dans plusieurs scénarios. Et l'idée justement, l'idée c'est de pouvoir étudier plusieurs possibilités et justement challenger ce qu'on pourrait imaginer à première vue. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ce cas d'étude, on a un bâtiment et donc avec une répartition des équipes sur plusieurs étages.
On a en rouge localisé les espaces qui seraient potentiellement à rendre. Donc, vous voyez qu'on a aussi étudié des répartitions différentes avec un nombre de compartiments conservés différents. Et ce qui est important, c'est qu'en fonction de la stratégie que vous avez définie, c'est de pouvoir regarder les conséquences que ça va pouvoir avoir en fonction de la répartition de vos équipes. Donc, on voit par exemple que sur le scénario numéro 2, par exemple, on est sur le scénario le moins cher. Pourquoi ? Parce qu'on a moins d'espace à modifier sur cette configuration-là. La stratégie de ce groupe était de modifier les espaces des managers et des directeurs. Et on se rend compte, en fonction de la répartition actuelle, que finalement, on a moins de modifications à réaliser sur ce scénario 2 avec cette libération. En revanche, si on étudie une libération d'un plateau entier, on regroupe les équipes sur 4 étages, donc on améliore potentiellement la fluidité et la circulation des collaborateurs. On a un peu plus de modifications à réaliser, mais on considère ici que c'est peut-être par rapport au fonctionnement de ce groupe, le fonctionnement, enfin en tout cas l'aménagement le plus fonctionnel. Donc aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer, et en tout cas notre stratégie chez Aremis, c'est d'étudier le plus de scénarios possibles avec des objectifs et des opportunités qui sont complémentaires. Et voilà pour cette méthodologie. Donc effectivement, après qu'on ait sélectionné une stratégie en termes de renonciation de bail, en termes de nombre de personnes, d'un taux de flex, évidemment l'idée c'est de mettre en œuvre ce projet avec la finalisation de la conception des espaces modifiés, avec l'intégration des équipes finalement dans la définition de ces besoins et dans l'accompagnement du changement. On a évidemment des ambassadeurs qui peuvent se joindre à vous et à nous en tant que concepteurs pour finaliser ces éléments-là. L'objectif, dans la mesure où on est sur un site existant, un site occupé avec des collaborateurs qui travaillent, c'est d'anticiper les phases de réalisation, que ce soit en termes de transfert, puisqu'ici on parle d'hommes et de matériel sur un site existant, donc avec des gestions de délai, puisqu'on va travailler la plupart du temps sur du phasage, avec des gestions de flux entre des équipes travaux, transferts et des collaborateurs, donc avec une sécurité complémentaire à mettre en place sur les phases de réalisation, et la coordination entre des interlocuteurs qui sont potentiellement déjà sur site. On imagine évidemment travailler avec les mainteneurs, avec les équipes FM, et des interlocuteurs complémentaires de travaux, de déménagement et d'intégration de mobilier neuf. Donc, beaucoup de flux, beaucoup de circulation sur les phases de réalisation. Et donc, un travail d'anticipation à réaliser aussi pour avoir un phasage qui se passe le plus facilement possible. Et évidemment, une communication à vos équipes sur les différentes étapes à franchir, sur les différents éléments qui vont se produire. Une vraie communication est à anticiper par rapport à ces phases de réalisation. Et évidemment, on parle de former les collaborateurs, on parle d'accompagnement au changement. Alors, ce qui est important, surtout dans le cadre d'un déménagement ou d'une réorganisation, on a à peu près les mêmes besoins. C'est peut-être plus difficile de s'approprier des espaces modifiés dans un espace connu, puisqu'on a déjà des habitudes de travail à l'intérieur. Donc, effectivement, il est important, dans le cadre de l'accompagnement, de poursuivre et de suivre les collaborateurs et aussi les managers post-emménagement. Donc, un petit rappel, Flex Office est égal à Clean Desk. Évidemment, c'est important puisque dans la mesure où on va installer des espaces différents et on va donner l'opportunité aux collaborateurs de s'installer où finalement les espaces remplissent au mieux les fonctions et en tout cas l'objectif demandé. L'objectif, c'est évidemment pour tout le monde d'avoir des espaces qui soient propres et accueillants quand on arrive au bureau. Et on aura tendance, puisqu'on perd, dans le cas du Flex Office, on perd cette possibilité de personnaliser les espaces particuliers. On favorisera une personnalisation commune des différentes directions, potentiellement dans des territoires d'équipe, avec des murs d'expression qui pourront permettre aux collaborateurs de s'approprier plus facilement les espaces qui leur sont dédiés. Et effectivement, on fera un point sur l'accompagnement du changement de manière plus détaillée dans un futur webinaire. Voilà pour la partie comment. J'espère avoir répondu aux questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient envoyées pendant cette partie. Donc, on va regarder effectivement, on va préparer les réponses. Et je repasse la main à Xavier et Mathias. Alors, merci Sophie. On a vu le balisage nécessaire pour préparer et surtout
bien étudié en amont ce genre de projet. Alors là, on a vu un peu de, on va dire un peu de théorie, mais c'était déjà pas mal concret. Maintenant, Mathias va nous présenter un premier cas. Je lui demanderai de raccourcir légèrement ce qui était prévu. Il est 45, on a 5 petites minutes de retard et on voudrait avoir suffisamment de temps pour faire les questions-réponses. Donc, à toi, Mathias. Voilà, merci Xavier, merci Sophie pour expliquer un petit peu la théorie et la stratégie et maintenant le cas pratique. Commençons par une présentation d'une de nos récentes réalisations à Bruxelles chez Tucray. Tucray, c'est la société d'ingénierie spécialisée dans l'infrastructure et la technologie ferroviaire belge. Nous avons eu pour mission la rénovation complètement du 7e étage. Le défi de ce projet ont été pensés un réaménagement tout en s'appuyant sur un concept déjà existant, notamment l'aspect industriel. Il a aussi fallu faire évoluer le projet à la suite de la pandémie. Nos architectes et nos experts ont adapté leur concept car les besoins des collaborateurs étaient bien évidemment évolués pendant du temps. Le projet nécessitait, pour donner quelques exemples, plus d'espace collaboratif, des salles de réunion petits, des cockpits et moins d'espace individuel et de concentration. La présence au bureau est de 3 jours par semaine en général, mais peut varier d'un département à l'autre. Par exemple, les services opérationnels ont, par exemple, un taux de présence plus élevé que les gestionnaires de dossiers. Et grâce à une analyse détaillée, ce qui est l'étape super importante dans un projet comme ça, de la situation actuelle, des workshops de récolte des besoins, une analyse de taux de présence par service. Ça, après, nous avons pu calculer le nombre et le type de poste de travail nécessaire pour chaque service. Et ça donne en totalité les mètres carrés et les besoins nécessaires futurs pour le client et pour cet étage. Et avec des réunions, on a organisé ou co-créé et faire évoluer le plan ensemble afin d'arriver à une proposition aménagement qui correspond au mieux à leurs besoins futurs. Et on voit sur le slide suivant des avant et après. Vous voyez que le SS avant était pas assez flexible, assez statique comparé avec l'exemple To Be. Alors, c'était à évoluer vers un espace dynamique et motivant, proposant différents types d'espaces de travail, des zones individuelles, des cockpits, des zones de collaboration, un coffee corner agréable pour s'y retrouver autour d'un café ou faire des réunions informelles. Et des salles sont bien évidemment aussi équipées de sorte à pouvoir y faire des réunions hybrides. Vous pouvez cliquer sur le next slide. Là-bas, ici, nous présentons un petit aperçu d'un mood board pour optimaliser l'atmosphère, l'ambiance au bureau. Nous avons créé, on fait ça toujours pour des clients, des projets décoratifs, des 3D avec des choix de revêtement des sols, les mobiliers, luminaires et des autres éléments décoratifs. Il y a beaucoup de matériaux bois, noirs industriels et les plantes pour créer le bon atmosphère. Ensuite, sur le slide suivant, vous voyez quelques photos d'avant et après de la 7e étage. Il s'agissait d'un réaménagement de 700 mètres carrés et de l'analyse à l'achèvement du travaux, il a fallu 6 mois. Et ça répond à une question de Julien, peut-être, dans les questions. Déjà, c'est toujours important de prendre suffisamment de temps pour analyser stratégiquement et l'analyse. Et aussi après, tout dépendra de la rapidité avec laquelle une organisation pourra prendre des décisions au niveau de design et conception. Alors, entre analyse et les débuts des commandes, calcule une période de 3 mois et aussi le temps pour commander les matériaux, c'était aussi augmenté pendant du temps et les travaux ont exécuté pendant une période de 13 semaines. Voilà pour le next slide, on voit encore quelques photos de réalisation avec de bons coffee corners ou l'environnement pour s'y retrouver, des zones pour travailler, des touchdown zones et des salles de réunion petits ou cockpit pour faire des calls individuels. Et ensuite, nous sommes en train maintenant sur le next slide
Nous sommes actuellement dans la phase chantier du 4e étage aussi et nous venons démarrer la phase d'analyse pour le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est atypique. On y retrouvera un espace bureau, une réception dynamique et surtout un grand espace de détente avec un lounge, un ping-pong, un bar, etc. C'est surtout la zone, l'environnement pour s'y retrouver au bureau. Et Tucray va mettre aussi l'accent sur la mobilité et en mettant des vélos et des trottinettes électriques à la disposition de ses employés à l'accueil. Et voilà, une petite présentation d'un cas belge et je donne maintenant la parole à Sophie. Ça marche. Merci, merci Mathias. Et ce qu'on voit dans le cas de Tucray, dans le cas de ce projet, c'est qu'effectivement, les différents étages ont été traités en phase avec d'abord cette première partie qui a servi peut-être d'espace test pour les collaborateurs et puis une application sur les autres niveaux au fur et à mesure du projet pour arriver jusqu'à la gestion du rez-de-chaussée et donc l'accueil des collaborateurs. Le deuxième cas, on va parler de Coface. Donc, Coface est un groupe d'assurance crédit qui est référence dans la gestion des risques, l'économie mondiale. Donc, depuis 75 ans, ils accompagnent plus de 50 000 clients à construire des entreprises performantes et dans 100 pays. Donc, pour leur siège, situé à Bois-Colombes, plusieurs éléments ont été constitutifs du projet. Donc, la mise en place du télétravail qui n'était quasiment pas pratiquée avant Covid. Donc, avec un ratio ambitieux. Donc, ils ont décidé effectivement de franchir le cap assez fort, de manière assez forte. Des modifications légères, puisque leur stratégie a été de ramener les managers et les directeurs au sein des espaces ouverts et donc de laisser disponibles leurs espaces pour les collaborateurs. Donc, une libération de surface, bien entendu, et des pistes d'économie. Donc, ça, c'était aussi le sujet principal de ce projet. On va passer à la slide suivante. Donc, on en a parlé. Donc, leur stratégie a été de modifier les espaces bureaux fermés individuels et les espaces individuels, donc pour les managers qui étaient un petit peu à l'écart dans les open space. On a un bâtiment qui est déjà défini en termes décoratifs. Chaque aile a un nom de couleur et donc on a défini des planches ambiance et des planches matériaux. Et ces planches tendances ont été déployées au sein des aménagements existants avec des concepts de revêtement de sol, de revêtement de mur, etc., de façon à apporter des modifications légères, mais quand même visibles au sein des aménagements. On va passer à la slide suivante. Donc, effectivement, on a fait plusieurs propositions parce que quand on parle d'espace collaboratif, d'espace complémentaire, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, il faut apporter une pluralité de façon à disposer d'un catalogue en réalité qui puisse s'adapter aux différents métiers et aux différentes activités des collaborateurs et des différentes directions. Donc, on a proposé des espaces détente, des espaces de partage, des espaces war room, et on a proposé aussi de refermer certains espaces et donc d'apporter des box qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, donc avec des propositions de mobilier également. Et on va passer rapidement à la slide suivante. Donc, l'idée, c'est de confronter toutes ces idées aux bâtiments et aux aménagements existants. Donc là, effectivement, on a fait un focus sur chaque compartiment avec la position dans chaque compartiment de salles de réunion existantes. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en considération parce que chaque compartiment ne dispose pas des mêmes aménagements pour des raisons techniques ou des raisons architecturales. Et donc, l'idée, c'est en fonction du macro-zoning, en fonction de la répartition des équipes, on n'a pas forcément les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes possibilités. Et donc, on est force de proposition sur la répartition des différents espaces ou l'ajout dans le cadre où des espaces ouverts sont trop grands. On a vu qu'il y avait quelques questions sur l'acoustique. Effectivement, c'est important d'en parler. Alors, on va faire passer des acousticiens et là, typiquement, on a une situation où on a des salles de réunion qui ne sont pas efficaces en termes d'acoustique. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire passer un acousticien pour faire une étude sur les choses qu'on pourrait améliorer par rapport à l'acoustique des salles de réunion, des espaces ouverts. Donc, la première chose à faire pour régler des problèmes d'acoustique, c'est déjà d'avoir des espaces ouverts qui sont plus petits et donc d'ajouter pour les scinder des espaces, que ce soit des espaces collaboratifs calfeutrés avec des rideaux acoustiques ou la meilleure situation, c'est bien entendu de refermer avec des box. Et vous l'avez précisé, les salles de réunion qui sont le plus utilisées, c'est des box de 2 à 4. Et donc là, c'est typiquement ce qu'on va faire, d'ajouter de temps en temps des petits box fermés de 2 à 4 personnes. Voilà pour le cas Coface. Et je vais repasser la parole à mes collègues.
Merci Sophie, merci Mathias, c'était très précis et bien illustré. On peut passer au slide suivant pour faire une conclusion rapide avant d'attaquer les questions. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on voit là, on le disait en introduction aussi, hein, les besoins vont continuer à évoluer sur base de différents paramètres qui ne sont pas toujours maîtrisés. Il y a des évolutions en termes de contraintes sanitaires, les normes que les entreprises vont fixer en termes de télétravail, notamment, vont changer. Je pense que chaque équipe et chaque individu doit faire son chemin de maturité par rapport au travail hybride. Et donc, il y a des choses qui vont se mettre en œuvre. Elles ne seront pas parfaites du premier coup. Et la réalité des entreprises évolue très rapidement aussi. Donc, on a beaucoup d'évolutions en perspective. Et si on peut, dans l'animation, ce qui va être nécessaire, c'est de prévoir justement être prêt à réagir rapidement. Donc, être prêt d'une part à bénéficier de la flexibilité de certains aménagements, donc prévoir dans cette direction de flexibilité, mais aussi disposer d'indicateurs. Il y a quelques questions qui se posent aussi, je vois ici dans les chats sur comment mesurer la perception et la satisfaction des utilisateurs. Il y a effectivement différentes méthodes pour les mesurer. On y reviendra en répondant aux questions. Il y a aussi la grande question de la mesure des volumes d'occupants, surtout pour les grands ensembles, et la question dès lors de l'anticipation et de la planification de l'occupation des espaces, sujet qu'on abordera dans le prochain webinaire. Également un gros sujet qui est la gestion du changement, on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui, ça fera aussi l'objet d'un webinaire ultérieur, mais donc il y a du changement qui nous attend. Préparons ce changement en étant flexibles et en mesurant comment la réalité est vécue au jour le jour. Voilà, je remercie les intervenants, mais je vais surtout passer à la séance de questions et réponses. Alors, dans les grades des questions, celle qui est la plus gradée, c'est la question de la reconfiguration. Quand commencer? Je pense qu'on a déjà abordé rapidement le sujet. Je ne sais pas si Mathias ou Sophie veut préciser cette notion d'échéance. Quand doit-on s'y prendre si on a un bail qui vient à échéance dans les prochains mois? Super. Alors effectivement, il y a plusieurs points à prendre en compte et tout dépend en réalité de la manière dont vous voulez gérer les choses. Donc effectivement, dans le cas d'une reconfiguration, l'idéal et la réponse basique, j'ai presque envie de dire, c'est le plus tôt sera le mieux, bien entendu. Pour pouvoir étudier une faisabilité et savoir quelle configuration on va faire, quel étage ou quel compartiment on va rendre à un propriétaire ou on va vendre pour voilà, avoir un budget. On a besoin finalement d'avoir un cadrage stratégique. Ce cadrage stratégique va prendre entre 2 et 3 mois. Évidemment, on peut aller plus vite en fonction de la disposition, enfin, la disponibilité des équipes de cadrage. C'est le point le plus important et finalement, c'est le point qui doit prendre le plus de temps puisque c'est la définition de votre stratégie et ce point-là doit vraiment être défini. Après, effectivement, et Mathias le précisait tout à l'heure, il y a une grosse partie de conception, parce que là, il faut regarder votre bâtiment et cette partie conception peut prendre entre 3 et 4 mois. Et puis après, il y a la réalisation des travaux. Et en fonction finalement de ce que vous voulez faire, ça peut prendre plus ou moins de temps. On sait que quand on est sur des travaux en bâtiment existant, on essaye d'aller le plus vite possible, on essaye potentiellement de travailler en horaire décalé. Donc c'est vrai, c'est une question de stratégie, il y a des choses qui peuvent aller très vite, 2-3 semaines, et en fonction de la volumétrie, finalement, on peut aller sur du 2-3 mois. Donc effectivement, tout cumulé, on est entre 8 à 6 mois avant intervention. Par rapport à des problèmes de délai et par rapport à des délais de livraison mobilier, c'est ce que disait Mathias tout à l'heure, il y a effectivement des prolongations mobilier qui a pris facilement 2 à 3 semaines de délai complémentaire par rapport à la crise qu'on vient de subir. Merci Sophie. Alors la question la plus gradée qui suit, c'est celle de Geoffroy Denis. Effectuez-vous des enquêtes de satisfaction au niveau des collaborateurs occupant les lieux que vous avez aménagés, car le FlexDesk est souvent présenté, en tout cas dans la littérature scientifique, comme un recul au niveau du bien-être au travail. Alors, je peux répondre rapidement que la manière dont on mesure ça, il y a des enquêtes
assez systématique sur le sujet, notamment par une entreprise qui s'appelle Leesman. Vous pouvez aller voir sur leesmanindex.com, il y a beaucoup de restitution de ces enquêtes sur la satisfaction. Et sur le plan du FlexDesk en particulier, tout dépend de ce qu'on entend par FlexDesk. Si ça se rapproche de l'open space tel qu'on l'a présenté tout à l'heure, effectivement, il y a une vraie dégradation. Si ça se rapproche de l'activity-based, ce que ces enquêtes montrent, c'est quand on prévoit suffisamment de variété dans les types de postes de travail, on a généralement une satisfaction qui est plus élevée à celle de bureaux attribués, voire même des bureaux fermés. Donc ça, on peut considérer que c'est aussi un peu scientifique parce qu'à force de poser la question à des milliers de personnes et des centaines de milliers de personnes, on arrive à quelque chose qui doit être proche de la réalité. Et c'est effectivement important, comme c'est indiqué dans la question, de poser la question avant et après. Quand on pose la question avant, on obtient des précisions sur ce qui donne le plus de satisfaction et ce qui donne le plus de contrariété dans l'environnement de départ. Et ça permet d'ajuster les aménagements pour tenir compte réellement des points de friction qui sont identifiés. Je ne sais pas si Sophie ou Mathias veulent ajouter quelque chose par rapport à cette question de la satisfaction. Non, je pense que tu as été relativement clair, j'espère en tout cas. C'est ça. Oui. Et c'est correct. On voit, surtout en Belgique, je ne sais pas comment ça se passait des autres pays, mais des surveys ou des grands sondages entre les utilisateurs, on voit parfois que les sociétés ne sont pas super preneurs de le faire. On voit quand même qu'actuellement, on fait des exercices stratégiques macro-planning avec une steerco, une équipe limitée avec des interviews des chefs d'équipe, des responsables qui peuvent donner un bon ensemble, récolte de besoins d'une équipe. Et peut-être dans un étape plus loin, on va faire une grande enquête. Mais on voit que ici, surtout, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui demandent oui, est-ce que vous voulez faire, s'il te plaît, une survey à nos employés. Parfois, il y a un petit peu des doutes. Oui. C'est vrai que c'est ce que tu dis, Mathias. En règle générale, on travaille en recueil de besoins et plus on analyse en faisant participer les collaborateurs, des ambassadeurs et des directeurs à l'expression de besoins et on remonte effectivement les crispations ou en tout cas les frustrations des aménagements existants et c'est important de le faire a posteriori également. La question suivante est celle de Lucas Sicard. Donc, l'activity-based working est un concept déjà utilisé par de nombreuses organisations avant le Covid, c'est clair. Quelles sont les évolutions de ce concept post-Covid? Qui veut répondre? Donc, de l'activity-based working post-Covid, est-ce que c'est différent de l'activity-based? Je me lance. Effectivement, on a des modifications par rapport à cette activity-based, dans la mesure où avant Covid, on avait potentiellement moins de télétravail, puisqu'on voit que cette crise a vraiment renforcé cette méthode de travail. Ce qui veut dire que dans l'activity-based précédent, en réalité, on avait plus de collaborateurs. Plus de collaborateurs, ça veut dire aussi peut-être des ratios différents ou en tout cas des aménagements différents. Avec peut-être plus de postes de travail, peut-être voilà, des installations différentes. Ce qu'on remonte aujourd'hui comme information importante, c'est que finalement les différents collaborateurs, tous en tant qu'humains, on s'est aussi habitué à travailler chez nous avec le confort que ça peut prodiguer, c'est-à-dire en termes de silence, en termes de concentration. Et ce qui veut dire qu'en termes de besoins, l'activity-based va être plus dédiée finalement à la collaboration, à la réunion, et avec des espaces qui permettent finalement ces activités-là, puisqu'on va essayer de répartir un petit peu les tâches, même si ce n'est pas une science 100% juste, avec donc plus d'espaces collaboratifs, plus d'espaces réunions fermées, donc plus de box en fait, de 2 à 4 personnes, puisque c'est ce qu'on vient faire en fait quand on arrive au siège, c'est se rencontrer, voir les collègues, parce que c'est aussi une des choses qui est ressortie dans le sondage. Et donc pour ça, on a besoin d'activités qui soient légèrement modifiées. Merci Sophie. J'enchaîne avec la question suivante qui est le stockage. Donc en termes d'espace de stockage, archivage, documents, armoires, caddie personnel, etc. Avec la digitalisation, j'imagine qu'il y en a de moins en moins besoin. Qu'avez-vous observé dans ce domaine? Quelles sont les tendances d'après vous? Oui. Moi, je veux bien répondre à cette question. On voit de nombreuses entreprises qui ont
bien profité de la pandémie de déjà commencer un processus de digitalisation de leurs archives. On voit qu'il y a moins de questions pour des grandes armoires ou des locales d'archives. Surtout, ça dépend société par société. Mais ça, c'est une tendance qu'on voit effectivement que les nécessités des stockages par personne est diminué fort au niveau du... et ça donne des opportunités pour optimaliser l'espace aussi et pour ça créer plus d'espace pour des zones qui sont plus utilisées par des collaborateurs. D'accord. Je voudrais rajouter quelque chose parce qu'il y a aussi la notion des casiers et je pense que c'est important d'en parler aussi. Oui. Au niveau des casiers, c'est une vraie question. Il y a deux stratégies qu'on observe en fait avec les groupes qu'on accompagne. C'est-à-dire que la première option, c'est celle qu'on a connue avant Covid, c'est-à-dire que chaque personne, chaque individu possède un casier et c'est aussi le code du travail qui le demande. C'est-à-dire qu'on a tous un espace personnel, quelle que soit sa dimension, pour pouvoir stocker des affaires, etc. Il y a une deuxième stratégie quand on met en place du flex office, c'est-à-dire le partage des postes de travail, mais aussi le partage des équipements. Et là, la deuxième stratégie, c'est d'installer un ratio de flex sur des casiers et d'avoir un système de partage de casiers de façon à ce que chaque collaborateur arrivant au siège dispose d'un casier qui est mis à sa disposition avec différents systèmes digitaux qui sont déjà existants sur le marché. Et donc là, c'est vrai que on peut aussi travailler ce sujet-là et bien entendu, puisqu'on parle d'armoire, on parle de stockage, on imagine très bien le gain de surface que cela peut nous faire gagner en tant que gestionnaire. Voilà. Merci Sophie et Mathias. J'avais encore une dernière question concernant les méthodes justement de développer pour mesurer la satisfaction et l'efficacité des espaces. Donc en gros, il y a trois méthodes. Il y a la méthode du survey en ligne où on va préparer un sondage qui va être envoyé, un questionnaire qui va être envoyé à tous les occupants en leur demandant en général, dans un premier temps, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la configuration du bureau, qu'est-ce qui est le plus important pour vous en termes de service au bureau, qu'est-ce qui est le plus important pour vous en termes d'activité au bureau. Et pour chacune des entrées, on va leur demander de préciser dans quelle mesure, pour ce qui est important, dans quelle mesure l'environnement de travail dont ils disposent répond très bien, moyennement ou pas bien à leurs attentes. Donc ça, c'est un premier axe, c'est l'enquête en ligne. Un deuxième axe, c'est de faire des interviews, je dirais, vraiment aléatoires. On va sélectionner différents profils et les interroger. Et une troisième manière, et elles sont toutes complémentaires, vous l'avez compris, c'est tout simplement d'observer. De circuler dans les bureaux et d'observer, tiens, mais je me rends compte qu'une salle de réunion a en fait été transformée en bureau individuel le temps d'une journée alors qu'il y a des bubbles. C'est de voir que les quiet zones ne sont pas nécessairement respectées, donc, parce que saturées par ailleurs. Et donc, c'est l'observation qui permet aussi de capter un maximum de sensations sur le fonctionnement, le bon fonctionnement de l'activity-based. Voilà, je pense qu'on a adressé l'essentiel des questions. Encore une toute dernière question, les collaborateurs sont-ils en général associés aux décisions, aux choix d'aménagement, etc. Sophie, Mathias qui répond. Quand nous sommes dans la phase de design, c'est surtout important de créer une équipe qui peut donner les inputs au niveau des choix, des couleurs et des matériaux. C'est important qu'ils peuvent sentir que l'environnement est aussi un petit peu leur environnement avec des choix ou des idées qui sont prises dans le projet. C'est toujours un petit peu délicat, mais c'est absolument nécessaire et possible aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, l'accompagnement des collaborateurs et leur participation dans le cadre du projet, que ce soit au niveau stratégique, et certaines sociétés s'autorisent à le faire, justement, à faire participer des ambassadeurs dans la stratégie d'utilisation de leur immobilier, jusqu'à finalement la définition des règles de vie avec, bien entendu, entre-temps, la co-conception, enfin tout ce qu'on connaît de l'accompagnement du changement. Mais aujourd'hui, ne pas travailler avec les collaborateurs, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus, en fait. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu une norme d'intégrer les collaborateurs dans le cadre de projets comme cela. Très bien.
Merci Sophie, merci Mathias. Je pense qu'on peut conclure. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que sur le slide suivant, vous avez les QR codes que vous pouvez flasher pour vous abonner à nos publications LinkedIn, tant sur Aramis Group que sur Your Way of Work. Et vous avez également nos adresses mail pour nous contacter pour d'autres questions. Merci à tous, bon après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi Xavier aussi. Merci à vous. À bientôt.